Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TV 78. 26 minutes d'actualité locale. Tout de suite, les titres de ce mardi 1er octobre. C'est un quartier flambant neuf autour de la gare de Versailles-Chantier. Un pôle urbain et végétalisé a vu le jour dans la ville. Il accueille le siège de Nature et Découverte et une nouvelle gare routière. Nous avons visité les lieux. Le département des Yvelines lance ses rencontres du territoire, une série de déplacements au contact des élus locaux pour faire le point sur l'action de la collectivité dans les communes. Dans cette édition, interview avec le président du conseil départemental, Pierre Bédier. Et puis les Halles de la Mars-Savin fêtent ses 40 ans à Trappes. L'établissement œuvre pour la réinsertion des travailleurs handicapés. Anniversaire célébré il y a quelques jours lors de portes ouvertes. Et puis tout à l'heure, nous recevrons aussi l'association Imagine for Margot. Ce dimanche, elle organisait sa 8e course Enfants sans cancer. Cette information avant de développer ces titres, une femme de 38 ans est morte ce matin à Marly-le-Roi. Peu après 8 heures, elle a été retrouvée poignardée au thorax en pleine rue. Les secours ont tenté de la secourir. La victime a succombé finalement à ses blessures. Principal suspect dans cette affaire, l'ex-conjoint interpellé quelques minutes plus tard dans un square de la ville alors qu'il tentait de mettre fin à ses jours. Il s'agit du 5e féminicide dans les Yvelines depuis le début de l'année, le 112e en France. Des immeubles d'habitation, de bureaux, un pôle multimodal, le quartier de Versailles-Chantier dévoile depuis quelques mois son nouveau visage, des travaux dans lesquels les porteurs de projets ont souhaité conserver la place de la nature. Jardins intérieurs et de permaculture sont également présents. On visite les lieux avec Mélanie Poquet. C'est l'une des toutes dernières étapes du nouveau quartier des Chantiers, plus de 20 000 mètres carrés de logements. L'îlot Ouest accueillera 176 logements en accession, une crèche et une maison de retraite. Les jardins au milieu, au cœur du quartier, seront un support de vie sociale formidable pour les rencontres, le développement des relations entre toutes ces catégories. Quand je parle des relations que les bâtiments établissent avec un lieu, avec la ville, avec les paysages et avec les usagers, les habitants, ceux qui vont vivre avec l'homme, donc on est dans la relation homme, nature et bâti. Un projet au long cours initié en 2008, il intègre aussi divers pôles de bureaux comme le siège de Nature et Découverte. 4 architectes, un paysagiste ont été associés sur la totalité du projet. Un gros problème de nos villes aujourd'hui, si vous voulez, c'est d'être des villes mono-activités. Donc vous avez soit des villes qui sont des villes de logement, soit des villes qui sont des villes de travail. Aujourd'hui, on pense la ville autrement. On veut des villes équilibrées où il y a à la fois autant d'activités économiques que de logements et présence de nature. L'évolution du quartier a aussi vu des modifications pour les transports, une nouvelle passerelle dans la gare ou encore une gare routière. Versailles-Chantier voit circuler 500 trains et accueille 85 000 voyageurs par jour. Les élections municipales se tiendront les dimanches 15 et 22 mars prochains. À la Verrière, c'est confirmé. Nelly Dutu sera bien candidate pour un nouveau mandat. La maire communiste sortante l'a confirmé vendredi lors d'une réunion au Scarabée en présence des habitants. Elle avait succédé pour rappel à Alain Hajaj, démissionnaire en 2016. L'élu qui souhaite pour cette campagne associer les Verriérois à son projet. Une série d'ateliers de concertation doivent se tenir jusqu'à la fin novembre. Tous les sujets locaux pourront y être abordés afin d'alimenter ensuite la rédaction d'un programme pour le scrutin. Écoutez Nelly Dutu. J'ai pris le mandat en route, si je puis dire. Et au fur et à mesure, alors j'ai mis un temps à devenir maire, parce que je crois que pour tout le monde c'est pareil, il y a un temps. Et puis là, les idées commencent à venir, les envies de faire surtout participer les habitants. Je crois que c'est le nœud de beaucoup de résolution de problèmes d'un côté, mais aussi de solutions. Je pense que c'est chez les gens qu'on va trouver les solutions pour avancer. Et Nelly Dutu qui ne ferme pas la porte aux 13 élus dissidents de la majorité qui ont créé en début d'année leur propre groupe au sein du conseil municipal, parmi lesquels l'ancien maire Alain Hajaj. À Trappes, il n'est pas encore en lice, mais Benoît Hamon lui apporte d'ores et déjà son soutien. L'ancien député des Yvelines et conseiller municipal pousse pour une candidature d'Ali Rabet aux élections municipales. Il a déclaré sa préférence dans une lettre adressée aux trappistes. Pour le fondateur du mouvement Génération, l'actuel adjoint au maire à la jeunesse et au sport a l'étoffe pour engager un vaste rassemblement à Trappes. À ce jour, Ali Rabet n'a pas annoncé sa candidature pour le scrutin. Le maire sortant d'Hiver Gauche, Guy Malandin, briguera, lui, un 4e mandat.
Désormais, 3 candidats en lice au Clé-sous-Bois pour ces élections municipales. Le conseiller municipal d'opposition de gauche, Nicolas Hu, se lance. Le collectif d'habitants réunis autour de son groupe municipal l'a désigné comme tête de liste. Anne-Claire Frémont et Philippe Guiguen, 2 adjoints de la commune, sont également en lice. La maire sortante UDI, Véronique Côté-Millard, elle, ne se représentera pas. L'hommage de Poissy à Jacques Chirac. Hier lundi, une centaine de personnes a assisté à la cérémonie sur le parvis de la mairie en cette journée de deuil national. L'ancien chef d'État est décédé jeudi dernier. Minutes de silence et discours ont animé la soirée en présence du préfet des Yvelines et de plusieurs maires des environs, ainsi que la députée de la circonscription. Micro tendu à quelques habitants et quelques participants à ce rassemblement d'Aurélie Ronce. C'était quand même une personnalité politique importante, il accompagnait ma jeunesse, donc oui, je pense que c'est important d'être là. Avec tout son long mandat, on a pu l'apprécier et vraiment on est très très peiné. Le souvenir que j'ai de lui quand il était président de la République et surtout dans le salon de l'agriculture à Port de Versailles. Je viens ici ce soir, c'est vraiment rendre hommage à l'homme qu'il a été et ce qu'il nous a donné. Près du peuple. Près du peuple, l'amour qu'il a su partager avec le peuple en restant tout à fait naturel. 100 millions d'euros, le montant investi en 2018 par le conseil départemental pour le bloc communal. C'est pour jauger sur le terrain de la mise en place de ces outils et les ajuster si besoin que la collectivité lance les rencontres du territoire, une série de déplacements auprès des élus et acteurs locaux qui débutent demain dans le Rambolitain. Entretien avec le président du conseil départemental Pierre Bédier qui se confie aussi sur Jacques Chirac. Entretien avec, pour les moyens techniques, Patrick Jacques de Dixmude. Bonjour Pierre Bédier. Bonjour. Je ne peux commencer cet entretien sans vous parler de Jacques Chirac, auprès de qui vous avez commencé votre carrière politique, un homme qui comptait beaucoup pour vous et qui s'est éteint ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Vous étiez hier lundi à ses obsèques à Paris où on a pu sentir forcément sur place beaucoup d'émotions. Comment vous avez vécu cette journée ? Péniblement. Voilà. C'est une page qui se tourne. Que vous dire d'autre ? Moi, je suis rentré en politique avec Jacques Chirac. Donc ça fera forcément... ça faisait déjà depuis son départ en 2007 un grand vide. En plus, l'irruption de la maladie, assez vite après son départ, était très pénible. Quand on avait connu cet homme si magique, si radiant, le voir si diminuer... Voilà, c'est la fin d'une histoire. Enfin, c'est la fin d'une histoire. Puisse son exemple continuer à habiter ceux qui l'ont connu d'abord, et puis ceux qui ne l'ont pas connu, qu'ils apprennent à le connaître à travers les archives. Chirac, ça a été... et Macron a su le dire. Donc je tiens à souligner, n'étant pas macroniste échevelé, je tiens à souligner que le président de la République a su trouver les mots et a su rappeler que Chirac, c'était l'amour de la France et des Français. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que les Français n'aiment pas toujours la France et parfois on peut se demander si la France elle-même n'est pas un peu rude pour les Français. Pierre Bédier, vous lancez ce matin les rencontres du territoire dont on va parler juste après. Ne doit-on pas voir finalement quelque chose de chiracien dans votre démarche ? Jacques Chirac qui était connu pour être un homme des territoires, un amoureux du terroir. Alors si c'est me comparer à Jacques Chirac, ça ne peut être que favorable. Donc j'en accepte bien volontiers l'augure. L'idée de ces rencontres du territoire, c'est après une phase un peu austère de remise en ordre des finances du département, très bouleversée par tout un tas de mesures qui nous ont échappé, la quasi-suppression de la dotation globale de fonctionnement. On est le seul département de France à avoir connu un tel impact. Ce qu'on appelle les péréquations, c'est-à-dire cette volonté de l'État de prendre de l'argent aux départements bien gérés qui font des économies pour le donner à ceux qui, parfois, ont des difficultés économiques légitimes, d'autres fois ont des dépenses un peu excessives. Donc tout ça a fait que le département a manqué d'oxygène. Il a donc fallu faire des économies, augmenter la pression fiscale. On voudrait d'ailleurs la diminuer, mais l'État ne nous facilite pas les choses. Mais enfin, toujours est-il que la remise à flot est faite. Donc maintenant,
on a engagé des politiques d'aide aux collectivités locales. 100 millions d'euros investis en 2018 pour le bloc communal. L'année dernière, 100 millions d'euros, on avait augmenté de 20%, on en donnera peut-être encore plus cette année. Donc il est important qu'on aille voir si les outils qu'on a mis en place pour apporter ces aides indirectes aux Yvelinois, parce qu'aider les communes, c'est aider les Yvelinois, si ça marche bien, si ça correspond aux attentes des élus locaux, des habitants. Donc ces rencontres du territoire, ça va être une façon de mesurer la qualité du travail accompli et ce qu'il faut modifier, amender, voire supprimer ou créer. Et ça, ce contact de terrain, il est nécessaire pour s'en rendre compte ? Absolument, oui, parce que autrement on s'enferme dans un bureau. Alors certes, moi je reçois beaucoup d'élus, mais c'est une chose d'entendre, c'est autre chose de voir avec ses pieds. Vous en parliez, des objectifs. À quoi vont-elles servir ces rencontres? Est-ce que c'est ajuster certaines politiques, voir si les outils fonctionnent, peut-être aussi alimenter les futures politiques? Exactement, ça sera ça. Moi, je suis, en ça sans doute très chiracien, moi je suis totalement pragmatique. C'est pas parce que j'ai eu une idée qu'elle est forcément bonne. Passer l'âge de croire que ce que je pense c'est toujours la vérité. Donc c'est cet échange. Quelquefois des idées qui ont été bonnes deviennent inutiles, voire mauvaises, contradictoires. Donc il faut savoir s'adapter aux réalités. Donc pour ça, aller au contact de ces réalités. Et sur quelle forme vous allez rencontrer les élus locaux, les maires? Est-ce qu'il y a aussi des rencontres avec peut-être les entrepreneurs, les associations aussi qui sont prévues sur place? Exactement, donc c'est open, comme on dit en bon français. Je souhaite rencontrer le maximum de personnes et permettre une expression totalement libre et sans tabou. Et l'idée, c'est que pour chacune de ces visites, il y ait une thématique qui soit associée à chaque fois? Oui, parce que même si sur chaque territoire, toutes les thématiques pourraient être adaptées, mais c'est aussi pour nous une façon de faire savoir, et vous nous aidez à le faire savoir, tous les secteurs dans lesquels le département intervient. Je pense que nos concitoyens n'en ont pas toujours conscience. Le département, c'est pas simplement, ou ça n'était pas simplement un numéro sur une plaque minéralogique. Le département, c'est une institution qui vous accompagne du début de votre vie, la PMI, protection infantile, et l'EHPAD, c'est-à-dire l'endroit où vous finissez votre vie en maison de retraite, et entre les deux, différentes étapes, les accidents, donc le soutien social, mais aussi les études, le collège. On participe même à la construction d'écoles primaires. Donc vraiment, le département est le partenaire de la vie quotidienne, mais sans forcément être aussi identifié qu'une commune. Donc c'est une façon aussi de le faire savoir. Donc différentes thématiques. Dernière question, donc demain, mercredi 2 octobre, c'est la première rencontre qui est lancée sur le territoire rambolitain. Le programme des rencontres d'ici la fin de l'année, il y en a plusieurs qui sont programmées? Bien sûr, alors j'espère que rien ne viendra contrarier parce que pas toujours évident, mais j'essaierai au moins une fois par semaine. Donc on devrait avoir, alors après il y a les semaines de vacances, les semaines où moi-même je ne suis pas disponible parce qu'étant en déplacement à l'étranger, mais on devrait avoir d'ici à la fin de l'année 5 ou 6 visites programmées. Merci Pierre Bédier. Merci à vous, bonne journée. Une première rencontre donc lancée demain sur la thématique du soutien aux communes. Fin 2018, la CPAM des Yvelines a mis en place une plateforme en ligne de dépôt d'idées. L'ambition, c'est de faire évoluer les services proposés. Pour la première fois, il y a quelques jours, la Caisse d'assurance maladie accueillait le public pour montrer le parcours d'une feuille de soins. Patrick Jacques de Dixmude et Manon Varaldo. À la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la CPAM, une visite des coulisses d'une feuille de soins papier est organisée. Son délai moyen de traitement est d'environ 20 jours. En 2018, une plateforme en ligne de recueil d'idées a été ouverte pendant 3 mois autour de divers thèmes. Cela a permis de recueillir près de 300 idées d'assurés yvelinois. Dans les grandes villes, mais aussi à la campagne, si je vais voir mes grands-parents, la difficulté, c'est l'accès aux soins. Et je pense qu'un service public a une mission aussi de pouvoir localiser des médecins de proximité, peut-être des spécialistes, pour apporter ces services de santé. Même si les documents reçus par voie postale sont minoritaires, les visiteurs ont pu découvrir lors de la visite que c'est un flux important pour la CPAM. Une gestion optimale est obligatoire.
c'est la prédominance encore aujourd'hui du papier. Je m'attendais à trouver quand même des choses un peu plus dématérialisées que ça. Les assurés ont pu échanger sur la caisse primaire d'assurance maladie de demain. Le traitement d'une feuille de soins papier coûte 1,74 € contre 27 centimes pour la version électronique. L'assurance maladie des Yvelines estime qu'on pourrait économiser plus de 3,8 millions d'euros par an. Le papier représente à peu près 6% de notre activité, mais ces 6% d'activité, c'est quand même 144 millions de documents reçus tous les jours, donc c'est en fait très conséquent. Effectivement, il y a un enjeu fort à pouvoir dématérialiser au maximum ces 6% qui restent. Au-delà des économies, la dématérialisation permet aux patients en moins de démarches un meilleur délai de remboursement. La CPAM des Yvelines envisage de réaliser des consultations régulières auprès des assurés. J'accueille à présent un invité sur ce plateau, Didier Hogel, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de l'association Imagine for Margot qui sensibilise au cancer de l'enfant et mobilise aussi pour le soutien à la recherche. Dimanche, vous avez organisé la 8e édition de la course Enfants sans cancer. C'était au domaine national de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Alors j'ai eu écho que c'était une 8e édition très réussie, vous confirmez? Très réussie. Et un engagement incroyable. Avec un don incroyable aussi. Avec un don incroyable. 1 820 000, 1 830 000 même. Et la pluie qui nous a pas gênés, parce que c'est un engagement sur la durée, c'est un engagement sur des années pour certaines familles qui sont là. Il y avait plus de 60 familles directement concernées qui étaient là, et puis aussi des familles non directement concernées. Et tout ça, ça fait une grande communauté qui se réunit tous les ans, qui grandit tous les ans et qui fait plus tous les ans. Et qui grandit aussi au niveau mondial. Et qui aussi grandit au niveau mondial. On avait samedi une course en Belgique et une course au Luxembourg. Et au total, cette année, c'est 4 courses. La course Enfants sans cancer de dimanche, celle qu'on a organisée à la Défense au printemps, et les 2 courses dans le Benelux, c'est 3 millions d'euros qui sont apportés à la recherche. Vous l'avez dit, la pluie n'a pas découragé les participants. Ça ne fait pas baisser la mobilisation. Plus de 1 500 000, 1 830 000 euros exactement récoltés. Ça va permettre quoi? Vous allez les reverser pour la recherche? 100% de nos collectes sont reversées à la recherche. Et cette année, on finance 2 programmes menés par l'Institut Gustave Roussy en France, mais aussi avec un réseau de chercheurs européens. Donc il y a aussi des chercheurs au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas qui participent à ces programmes. Il s'agit de développer des solutions innovantes pour combattre les cancers de l'enfant, qui sont des cancers spécifiques. Il y a 2550 cancers qui sont diagnostiqués chaque année chez les enfants et les adolescents en France. Cette recherche, elle progresse grâce aux dons? Elle progresse actuellement? Eh bien, oui, on commence à voir des résultats. On a, grâce à la nouvelle contribution de dimanche, c'est 3000 enfants qui seront pris en charge par l'association Imagine for Margot avec des traitements innovants. On aura collecté, depuis notre création, il y a 8 ans, 9 millions d'euros entièrement reversés à la recherche. Et si on parle plus généralement de l'association, elle est partie bien sûr du combat de Margot, qui est décédée en juin 2010 d'une tumeur au cerveau. Margot, qui n'a pas hésité à l'époque de sa maladie à lancer une collecte pour les autres enfants atteints de la maladie. Finalement, c'est de poursuivre cet élan, c'est ça l'objectif. C'est poursuivre l'élan de Margot. Margot avait effectivement, en 2009, réalisé qu'il n'y avait pas assez de solutions pour les enfants, et elle avait lancé, il y a 10 ans, une collecte sur Internet, ce qui était, en France, à l'époque, était énorme. Elle avait collecté 103 000 euros et on a beaucoup d'émotions à se rappeler de cette collecte qui a été lancée, la première par Margot. Et la suite pour l'association, d'autres événements organisés? Eh bien, nous organisons la prochaine course Enfants sans cancer, la 9e édition, en Parc de Saint-Cloud, l'année prochaine, le 27 septembre. Donc on peut d'ores et déjà marquer ses agendas. Et puis on continue effectivement avec les campagnes de mobilisation, les campagnes avec le soutien de Mika et bien sûr avec une merveilleuse marraine qui s'est invitée à la course,
La patrouille de France. La patrouille de France, qui a donné le coup d'envoi de la course. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'engagement et d'esprit d'équipe au sol et en l'air, parce que des conditions difficiles, comme on l'a dit dimanche, et la patrouille qui, en dépit d'un plafond bas, est réussi à venir. Bravo à eux. On arrive déjà malheureusement à la fin de cet entretien. En tout cas, on peut retrouver toutes les informations, toutes les actualités de l'association sur le site d'Imagine for Margot. Merci Didier Hogel d'être passé en plateau, vice-président de cette association. 40 ans pour l'ESAT de la Mare-Savin, l'établissement et service d'aide par le travail situé à Trappes, a célébré cette journée particulière en fin de semaine dernière. Pour l'occasion, une médaille du travail a été remise aux plus vieux travailleurs, ceux qui sont arrivés dans les années 90. Mathilde Demy. Depuis 1994, Hélène travaille à l'ESAT de Trappes. Elle est passée par la blanchisserie mais effectue à présent des tâches de sous-traitance. Aujourd'hui, elle reçoit la médaille du travail avec une certaine appréhension. C'est tout ce qui était beaucoup de conditionnement. Il y a du conditionnement, je fais tout ce qui est affranchissement. Ça récompense les années d'ancienneté au niveau travail. 4 activités sont proposées à ces travailleurs en situation de handicap. La restauration, la blanchisserie, les espaces verts et la sous-traitance. L'objectif de la structure est de responsabiliser ses salariés pour les rendre autonomes. Ils sont 145 et le but pour nous, la mission de l'ESAT, c'est d'essayer de leur apporter le plus d'autonomie tout en les protégeant. Donc en fait, l'autonomie, ça passe par quoi? Ça passe par une rémunération, par un travail. Et le travail, c'est ce qu'on essaye de leur donner ici et ce qui se passe très bien pour l'instant. Lionel vient de recevoir sa médaille du travail. Cela fait 22 ans qu'il travaille dans l'espace vert de cet établissement. Pour lui, cette médaille représente la reconnaissance de ses efforts. Je suis content d'être ici, des copains de travail. Et je suis bien content pour eux qu'on a ça, que c'est bien passé. Des portes ouvertes qui permettent à l'ESAT de fêter leurs 40 ans et de mettre en avant leur engagement au service des personnes en situation de handicap. Notre fil rouge de la semaine à l'occasion des 50 ans du CNC zoom sur le cinéma dans les Yvelines. Pour notre dossier du mois, le Centre national du cinéma dont les archives françaises sont situées dans un ancien fort militaire à Bois d'Arcy, le lieu qui nous a ouvert ses portes exceptionnellement. C'est Aurélie Ronce qui vous propose cette visite. Voilà, on est dans la Caponnière, donc qui était le point stratégique de la défense de la batterie. Construit à la fin du XIXe siècle, le fort de Bois d'Arcy était destiné à renforcer le maillon ouest des fortifications de Paris. Il fut un établissement militaire jusqu'en 1945, puis géré ensuite par le ministère de la Culture. Investi par le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, il accueille officiellement depuis juin 1969 les archives françaises du film. 5 hectares sont entièrement dédiés à la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine cinématographique français. Nous conservons donc les films sur support de sécurité, c'est-à-dire fabriqués après 1953, et des bâtiments qui sont contrôlés en termes de température et d'hygrométrie pour assurer la pérennité de la pellicule. 3 grands silos gardent précieusement une température d'un peu plus de 12 degrés, les supports plus contemporains. Pour les supports plus anciens, sur nitrate de cellulose, étant donné leur caractère inflammable, ils sont répartis dans 236 cellules. En tout, un peu plus d'1 million de bobines de films sont conservées sur le site de Bois d'Arcy. Ces bobines en fait n'appartiennent pas au CNC, mais elles appartiennent à des déposants qui nous ont confié ces collections et que nous conservons pour eux. Donc toutes ces personnes qui ont déposé ces boîtes sont tout à fait libres, bien évidemment, de les faire sortir temporairement pour des projections, pour des travaux en laboratoire ou même définitivement s'ils le souhaitent également. 80 personnes travaillent ici, un site de travail qui n'a pas vocation à accueillir le public en raison des produits chimiques hautement inflammables qu'il renferme. Lorsqu'elle arrive au CNC, la pellicule n'est pas forcément en bon état et doit passer par la case laboratoire. Elle est ensuite scannée et numérisée. Donc là, c'est un film en noir et blanc. Il faut arriver à retrouver les niveaux, le bon équilibre entre les noirs et les blancs. Une restauration qui peut prendre quelques semaines pour un film de 10 minutes et jusqu'à plusieurs mois pour certains films. 9 mois ont par exemple été nécessaires pour le film Les Misérables d'Henri Fescourt de 1925. Sa durée de 6 heures est tout aussi exceptionnelle. Nous nous attachons à ce que chacun de ces films, que ce soit des films
réalisés par de grands réalisateurs ou des films anonymes soient conservés, si vous voulez, avec les mêmes précautions, pour permettre en fait de transmettre l'ensemble de ce patrimoine cinématographique aux générations futures. Un trésor inestimable, bien gardé au sein de ce Fort Knox du 7e art. Et puis pour continuer à parler culture, tous les spectacles, concerts, expositions et événements à retrouver dans les prochains jours dans le département, c'est au menu du 7-8 Culture présenté par Aurélie Ronze, une émission à retrouver dans quelques instants. Voilà, c'est la fin du 7-8 Journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.